Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux professionnels de l'accompagnement, aux coachs, aux psychologues, aux thérapeutes, aux éducs spécialisés qui travaillent avec les parents d'enfants HP. Aujourd'hui, on va aborder un plan d'action en 3 étapes qui va vous permettre de personnaliser votre approche et d'apporter une réelle transformation dans la vie de ces familles. Pourquoi ces 3 étapes? Parce que trop souvent, on se focalise uniquement sur le fonctionnement du haut potentiel de l'enfant. Et on oublie sa personnalité singulière, les spécificités du parent. Or, l'accompagnement des familles au potentiel, ça nécessite une approche globale. Connaître l'unicité de l'enfant, connaître l'individualité du parent et surtout co-construire un projet familial qui prend en compte les besoins de chacun. Alors restez bien jusqu'à la fin, car je vous partagerai des outils pratiques pour chacune de ces étapes pour que vous puissiez structurer vos suivis de manière claire et efficace. Si vous voulez que les parents repartent de vos séances en sentant un changement concret, en ayant des objectifs réalistes, des moyens personnalisés, alors ce plan, il est fait pour vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager au plus grand nombre pour que nous puissions ensemble accompagner un maximum de parents d'enfants à haut potentiel. La première étape de notre plan d'action, ça consiste à apprendre à connaître réellement l'enfant au potentiel. Pas seulement dans sa dimension au potentiel, justement, mais dans sa globalité. Souvent, on réduit l'enfant à son fonctionnement cognitif et on oublie qu'il a un caractère, qu'il a une personnalité, qu'il a une histoire, qu'il a des goûts, des peurs spécifiques. Et il y a un risque de surgénéralisation. La surgénéralisation, c'est appliquer des théories sur le haut potentiel sans tenir compte de l'individualité de chaque enfant. Premièrement, on va explorer la singularité de l'enfant pour comprendre qui est cet enfant au-delà des étiquettes du HP. Qu'est-ce qu'il aime vraiment? Est-ce que c'est le dessin, la musique, la robotique, la lecture? Et puis ses traits de caractère, est-ce qu'il est plutôt introverti, extraverti, anxieux, enthousiaste, empathique? Et puis son style d'apprentissage, est-ce qu'il apprend mieux en manipulant, en écoutant, en lisant? Et puis sa sensibilité, beaucoup d'enfants HP ont des particularités, hypersensibilité au bruit, à la lumière, au toucher. Par exemple, imaginons un enfant qui aime les animaux et qui a une hypersensibilité au bruit fort. Il pourrait réagir violemment à un environnement trop bruyant. Alors que dans une situation calme, pardon, il est parfaitement serein. Si vous n'avez pas cette identité, cette spécificité sensorielle, vous risquez de mal interpréter, par exemple, ces crises ou ces oppositions. Deuxièmement, identifier les forces de l'enfant, mais aussi ses vulnérabilités. Un enfant HP, il peut montrer des compétences exceptionnelles dans certains domaines, hein, par exemple la logique, le vocabulaire, l'empathie, etc. Mais il peut être en difficulté dans d'autres domaines. L'organisation, l'écriture, la gestion des émotions. Alors, l'important, c'est de dresser un portrait nuancé. Quelles sont ses forces? Quelles sont ses fragilités? La fragilité, ça peut être le perfectionnisme, l'anxiété, l'intolérance à la frustration, des difficultés motrices, des difficultés d'attention. Et ensuite, proposer un bilan individualisé, proposer aux parents de dresser une liste des forces de leur enfant, 3 à 5 qualités saillantes, et puis une liste de ses difficultés ou de ses comportements qui sont problématiques, en 3 à 5 points. Alors vous allez obtenir une vision globale. Vous allez ajuster cette liste en la recoupant avec votre propre observation et puis d'éventuels bilans psychométriques. C'est important de comprendre le contexte de l'enfant, son environnement scolaire par exemple. Est-ce qu'il est dans une classe adaptée? Est-ce qu'il s'ennuie en classe? Est-ce qu'il a des amis? Est-ce qu'il a des frères? Est-ce qu'il a des sœurs? Comment se passe la dynamique familiale? On a besoin aussi de connaître son histoire personnelle. Est-ce qu'il y a eu des événements marquants dans sa vie? Des déménagements, des séparations, du harcèlement? Tous ces éléments, ça influence le comportement de l'enfant et sa façon de réagir. Ce ne sont pas seulement liés à son haut potentiel. La deuxième étape, c'est d'apprendre à connaître le parent, lui aussi, dans toute son individualité. Souvent, la deuxième étape, elle est souvent trop négligée.
Apprendre à connaître le parent lui-même dans toute sa singularité. Pourquoi est-ce que c'est indispensable? Parce que l'accompagnement des enfants au potentiel, ça passe par la posture du parent, ses croyances, ses émotions, son propre vécu. Alors on a besoin d'explorer l'univers intérieur du parent. Les parents, ils arrivent souvent épuisés, submergés par la culpabilité, ils ont l'impression de jamais en faire assez, ou au contraire, certains se sentent hyper perfectionnistes, en demandent trop à eux-mêmes et à leurs enfants. C'est quoi ces croyances? C'est quoi les croyances de ce parent-là? Si mon enfant est HP, il doit nécessairement réussir brillamment? Ou est-ce que c'est une croyance du type je suis un mauvais parent si j'échoue à gérer les crises? C'est quoi ses peurs principales? La peur que son enfant soit rejeté, la peur de l'échec scolaire, la peur de ne pas être à la hauteur. Comment le parent gère ses propres émotions? Est-ce que lui-même, il est HP? C'est souvent le cas. Est-ce qu'il est hypersensible? Est-ce qu'il a un vécu difficile avec l'école, avec l'autorité, etc., etc.? Et puis chaque parent a un style éducatif, autoritaire, permissif, démocratique, etc. Et puis des valeurs qui peuvent entrer en friction avec la réalité d'un enfant HP. Un parent qui, par exemple, valorise la discipline stricte pourra se heurter à un enfant qui questionne chaque règle. Un parent qui valorise l'autonomie peut oublier que l'enfant a quand même besoin d'un cadre rassurant. C'est important d'avoir des outils pratiques, un questionnaire de style parental, proposer un mini questionnaire ou une discussion encore mieux, hein, dans laquelle vous allez pouvoir justement identifier le style parental du parent. Ça va lui aussi l'aider à prendre conscience de son propre fonctionnement. Et puis considérer l'épuisement parental et la santé mentale du parent. Certains parents sont au bord du burn-out. S'ils prennent pas soin d'eux, mais ils vont pas pouvoir appliquer vos conseils. C'est donc crucial de leur poser des questions comme comment est-ce que vous gérez votre stress au quotidien, par exemple? Est-ce que vous avez des moments pour vous ressourcer? Quelles sont les ressources de soutien autour de vous? Est-ce qu'il y a de la famille? Est-ce qu'il y a des amis? Est-ce qu'il y a des groupes? Et puis, si nécessaire, vous pouvez les orienter vers un soutien psychologique, un groupe de parents dans la même situation qu'eux, etc., etc. La troisième étape, c'est de co-créer avec le parent un projet familial réaliste et personnalisé. C'est très important. Après avoir consacré du temps à connaître en profondeur l'enfant, dans l'étape 1, le parent dans l'étape 2, vous voilà prêt maintenant à passer à l'étape de co-créer un projet d'accompagnement qui va répondre vraiment aux besoins de chacun. L'idée, c'est d'éviter les formules standards, c'est d'arriver à un plan d'action où le parent se sent impliqué, comprend pleinement ce que vous lui demandez et pleinement acteur de la démarche. Ça va passer par définir des objectifs, d'établir des buts clairs et réalistes pour chacun. Des objectifs pour l'enfant, diminuer la fréquence des crises, améliorer sa confiance en lui, l'aider à mieux gérer la frustration, mais aussi des objectifs pour le parent. Mieux poser les limites, apprendre à rester calme face aux crises, retrouver une sérénité familiale. Vous pouvez proposer une liste d'objectifs potentiels, mais c'est le parent et si l'enfant est en âge lui aussi, hein, bien sûr, qui priorise. Vous avez besoin de négocier un ou deux objectifs maximum par cycle d'accompagnement pour pas vous éparpiller. Identifiez ensuite des moyens personnalisés à chaque membre de la famille. Une fois les objectifs fixés, ben, vous pouvez discuter des moyens pour y parvenir. C'est ici que vous faites preuve de créativité, d'adaptation et puis que vous sortez vos boîtes à outils. Par exemple, si vous avez un enfant qui réagit mal aux stimuli sensoriels, ben, le parent il peut adapter l'environnement. Il peut avoir un casque anti-bruit, un coin calme, une planification visuelle. Si le parent manque de temps, bah, vous pouvez lui proposer des routines simples qui lui prendront pas plus de 5 minutes par jour. OK? Un exemple de co-construction. L'enfant, il a du mal à gérer sa colère quand on lui impose une règle. Le parent, lui, il se sent impuissant parce qu'il a lui-même tendance à s'énerver. Les solutions utiles, ce serait quoi? Avant de poser une règle, par exemple, le parent pourrait annoncer 5 minutes avant.
Pour éviter la surprise, ce qui va se passer. Le parent, il doit travailler sur la validation émotionnelle et puis pratiquer un exercice de respiration dès qu'il ressent la pression monter. L'enfant, lui, doit apprendre par exemple un code gestuel, hein, serrer la main du parent pour signaler qu'il est sur le point d'exploser pour faire une pause. Et puis ensuite, on va planifier une progression et des points de suivi. Ne sous-estimez pas la nécessité d'un calendrier ou d'un rythme de suivi. Décidez avec le parent combien de temps va durer l'accompagnement. À quelle fréquence vous vous retrouvez? Est-ce que c'est des séances hebdomadaires, bimensuelles, mensuelles? Quels sont les indicateurs qui vont montrer que les objectifs avancent? Par exemple, la diminution des crises par semaine ou l'amélioration du climat familial, hein. Par exemple, sur 2 mois, vous fixez 4 rencontres pour évaluer la progression, ajuster et soutenir la mise en pratique. Et puis rappelez-vous que vous n'êtes pas l'expert qui impose un plan. Vous êtes, avec un parent d'enfant à haut potentiel encore plus, un partenaire qui éclaire, conseille, structure, met la famille au centre. Cette posture, ça renforce l'adhésion du parent. Si le plan, il vient uniquement de vous, ben, il risque de l'appliquer par obligation. Alors que si vous co-construisez, ben, le parent se sent responsable et acteur, justement. Voilà, on a vu dans cette vidéo les 3 étapes indispensables pour structurer un accompagnement vraiment sur mesure avec des parents d'enfants à haut potentiel. Apprendre à connaître l'enfant dans toute sa singularité, ses forces, ses vulnérabilités, ses particularités sensorielles, émotionnelles, son contexte de vie. Apprendre à connaître le parent, ses peurs, ses croyances, ses valeurs, son propre état émotionnel et ses besoins. Co-créer un projet familial avec des objectifs réalistes et des moyens personnalisés en planifiant une progression claire et en maintenant une posture de co-construction. En appliquant cette démarche, vous allez avoir une vision globale de la famille. Vous saurez adapter vos outils à chaque situation et vous donner aux parents les clés pour progresser concrètement. Ils vont se sentir davantage impliqués, reconnus dans leurs émotions et puis capables de mettre en place des stratégies efficaces au quotidien. Alors pour vous, les professionnels, je vous invite à prendre un moment pour analyser votre façon actuelle de construire vos accompagnements. Posez-vous la question, est-ce que je consacre suffisamment de temps à cerner la singularité de l'enfant? Est-ce que je connais bien la posture et la personnalité du parent? Dans quelle mesure je propose une co-construction plutôt qu'un plan tout fait, clé en main? Si vous voyez des lacunes, bah, n'hésitez pas à ajuster vos prochaines séances. Même de petites modifications, ça peut avoir un impact considérable sur la motivation et sur l'implication du parent. Et puis partagez-moi en commentaire, quelle est la difficulté la plus fréquente que vous rencontrez quand vous essayez de personnaliser un plan d'accompagnement pour une famille avec un enfant à haut potentiel? Je vous invite, si vous voulez aller plus loin, à me rejoindre pour ma prochaine conférence. Vous allez trouver le lien au tout début de la description de la vidéo. Et puis, ben, je vous invite également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et puis je vous dis à très bientôt pour approfondir ensemble la manière de soutenir les parents d'enfants à haut potentiel de manière, vraiment transformative. À bientôt.